l'affaire Doutreau. Normalement, même si vous ne savez pas vraiment de quoi je parle, vous avez déjà entendu le nom de cette ville quelque part. Je me souviens, je devais avoir 16-17 ans quand j'ai entendu parler de ça aux infos. C'est une affaire qui m'a marqué personnellement parce que j'étais ado, mais aussi et surtout parce que c'était pas loin de chez moi. Et je me souviens que c'était un gros sujet de discussion un peu partout où j'allais, que ce soit à l'école ou à la maison. On se disait, mais comment c'est possible ? Qui fait ce genre de choses ? Qui paye pour abuser d'enfants ? Qui sont ces gens ? Donc j'ai voulu m'y replonger et waouh, je me rends compte que c'est pas du tout le souvenir que j'en avais. Mais pas du tout. Je me rends compte que je me trompais depuis le début en fait. Mais avant de rentrer dans l'horreur, et parce qu'il n'y aura plus aucun moment décent pour vous en parler, merci à Saïli de sponsoriser la chaîne et de me permettre par la même occasion de faire ce genre de vidéo qui risque probablement de finir démonétisé. Saïli, c'est quoi ? C'est une application de eSIM conçue par Nord Security. Une eSIM, c'est tout simplement une carte SIM dématérialisée qui vous permet, lorsque vous voyagez, d'avoir une seule connexion Internet partout où vous allez pendant toute la durée de votre séjour. Ce qui est génial, c'est que l'application est utilisable dans plus de 190 pays et 8 régions du monde. Pour ça, rien de plus simple, vous téléchargez gratuitement l'application et une eSIM, puis vous choisissez le forfait qui vous convient en fonction de vos besoins. Pour avoir connu, par exemple, la galère que c'est d'attendre pendant des heures à l'aéroport pour obtenir un pocket Wi-Fi qui marche une fois sur deux, je peux vous assurer que ça fait la différence. Là, avant de partir, tu choisis ce dont tu as besoin, ce qui t'évitera des hors-forfaits titanesques, et tu auras du Wi-Fi partout où tu vas. Le top, c'est qu'il suffit d'installer ton eSIM une seule fois sans avoir à recommencer à chaque nouveau voyage. En plus, Saïli possède une option qui adapte le forfait automatiquement en fonction du réseau local où tu te trouves. Le tout est compatible avec iOS et Android et dispose même d'un service client 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Pratique quand tu voyages avec les changements de fuseau horaire. Si vous comptez partir cette année, j'ai une offre parfaite pour vous, avec une remise de 15% si vous entrez le code Jimmy juste avant de payer votre forfait. Je vous mets le lien en description et le QR code juste ici, comme ça c'est encore plus simple. Merci à Saïli pour la confiance et aussi merci à vous pour votre fidélité et votre compréhension. Et on est parti. Outreau, c'est une histoire qui débute officiellement le 22 février 2001. C'est là, pour la première fois qu'on entend parler de ce qui se passe dans la tour du Renard. Ce jour-là, sur le bureau du juge d'instruction de Boulogne-sur-Mer, arrive un dossier des services sociaux qui font état de 2 parents, Thierry Delay et Myriam Badawi, qui sont suspectés d'abuser de 4 de leurs enfants. Le juge qui hérite du dossier s'appelle Fabrice Burgot. Il a 29 ans. Il sort tout juste de l'école, c'est son premier poste, c'est important, il faut le souligner, ça fait à peine quelques mois qu'il est là. En ce qui concerne Thierry Delay, c'est un homme qui est connu pour être violent, alcoolique, qui a été condamné en 1993 pour avoir déterré des corps dans un cimetière dont il a gardé les crânes, qu'il collectionne et expose dans son salon. C'est un fou. Myriam Badawi, elle est née en Algérie, elle a été mariée de force à 14 ans à son cousin, avant d'arriver en France. C'est pas une femme coquette, elle est toujours habillée en survêtement, les cheveux gras, elle est complètement soumise à son mari. Et dans le quartier, c'est la commère, celle qui passe son temps à critiquer ses voisins. Et tous les deux, ils ont 4 enfants. Chérif, 10 ans, l'enfant né du mariage forcé de Myriam Badawi, que Thierry d'ailleurs va décider de renommer Kevin, parce que, je cite, ça fait trop bougnoul. Puis Dimitri, 8 ans, Jonathan, 6 ans, et Dylan, 3 ans. Et aucun des deux ne travaille. C'est un couple qui est vraiment précaire et qui vit des aides sociales. Et déjà à l'époque, le couple est dans le viseur des services sociaux depuis plusieurs années, alerté par des voisins et par l'école, puisque leurs enfants passaient leur temps à l'hôpital pour des lésions sur les parties intimes, des infections, des bleus, etc. L'institutrice avait découvert, puisqu'il était en maternelle, en fait, certainement s'occupant de l'enfant. L'enfant avait du sang, en fait. Il avait quel âge, 4 ans ou 5 ans, donc il y avait quand même de sérieux problèmes, quoi. Comment ces enfants pouvaient encore repartir chez eux alors qu'en définitive on avait découvert certaines choses qui étaient hallucinantes, quoi. Pourtant, malgré les signalements à répétition, on les laisse chez leurs parents. Pourquoi, je sais pas. Et puis, 1 an avant que le dossier n'atterrisse sur le bureau du juge Burgot, donc en 2000,
C'est Myriam, la mère, qui va prévenir les services sociaux à cause des violences de Thierry Delay. Mon père a pratiqué un acte qui l'a un peu forcé à agir. En fait, il avait demandé à mon frère aîné d'aller lui chercher de l'alcool. Ma mère était descendue avec mon petit frère. Et Et moi, j'étais dans le canapé. J'étais en train de jouer à la console. Il s'est mis en colère, il m'a pris ma console, il l'a éclaté au sol avant de la jeter par la fenêtre. Et ensuite, c'est moi qui l'ai accroché derrière, il m'a demandé de me tenir derrière la barrière du balcon. Vous imaginez, vous êtes en bas et vous voyez votre petit garçon de 6 ans à l'extérieur de votre balcon, accroché avec ses petites mains au 5e étage. C'est donc suite à ça que les enfants vont être placés en famille d'accueil. Et très vite, en fait, les personnes qui s'occupent d'eux vont se rendre compte qu'il y a un vrai problème. Ma famille d'accueil m'avait proposé gentiment de regarder un dessin animé, de chercher dans l'armoire si je trouvais quelque chose qui pouvait éventuellement me plaire. J'ai cherché, je ne trouvais pas ce que je voulais. Et donc elle est venue me voir et je lui ai dit, je suis tata, je trouve pas ce que je veux. Est-ce que tu aurais une cassette X? Je lui ai dit, c'est ce qu'on regarde à la maison avec papa et maman. Tout ça va évidemment énormément alerter les accueillants qui s'occupent d'eux, qui vont écrire au juge et lui rapporter ce que les enfants leur racontent. Il faut savoir que Thierry Delay, il a une réputation. Okay, il est craint dans la Tour du Renard parce qu'il a aucune limite. C'est un mec qui battait ses garçons régulièrement pour un oui, pour un non, pour un regard même. C'est aussi un mec qui est connu pour s'habiller en loup-garou ou en tueur en série chez lui pour aller réveiller ses enfants au beau milieu de la nuit, juste pour le plaisir de leur faire peur. Et Thierry Delay, il collectionne des centaines de cassettes porno à la maison, sur une étagère, accessible à tous évidemment. Et surtout, toute la journée, il laisse tourner des films pour adultes à la télévision, dans le salon, devant les gosses, toute la journée. On en est là. À la suite des témoignages tous plus horribles les uns que les autres, le juge ordonne une perquisition du domicile et leur appartement. C'est tout ce qu'on peut attendre d'un logement HLM de 2 personnes qui ne travaillent pas et qui en plus maltraitent leurs enfants. C'est sale, c'est pas très accueillant. On a les fameux crânes sur une étagère, plus de 200 cassettes pour adultes sur une autre, des coffres remplis de godemichés. Et parmi ces cassettes, les rares éléments matériels qu'on a pu recueillir, on a 1 ou 2 films qui montrent que une scène entre le père et la mère, une scène de sexe très explicite, est vue par un enfant puisqu'on voit apparaître le visage de l'enfant sur le film. À partir de là, le juge d'instruction va entendre les parents séparément et les deux nient les faits. Thierry Delay, il va rester sur ses positions du début à la fin. Il dit qu'il a rien fait. Et il accuse même ses enfants d'être des menteurs. Mais Myriam, elle, quelques jours plus tard, va avouer que tout est vrai. Elle va avouer que tout est vrai et surtout qu'elle ne sait pas pourquoi est-ce qu'elle a accepté tout ça. Puis c'est là que l'affaire prend un autre tournant. Puisque Myriam raconte que d'autres personnes viennent chez eux régulièrement pour coucher avec leurs enfants. Et elle donne des noms. Elle donne des noms de gens qui habitent dans la Tour du Renard, des voisins. Et de là, le 6 mars 2001, le juge Burgot ordonne immédiatement l'arrestation de toutes les personnes présentes sur la liste. Parmi eux, on retrouve un couple, Franck et Sandrine Lavier, Thierry Dosque, un ami de Thierry et Myriam, et leur voisin de palier, David Delplanque et Aurélie Grenon. Ils sont donc eux aussi interrogés. Les Lavier nient les accusations. Thierry Dosque, pareil, il ne comprend pas ce qu'il fait là. Et David Delplanque nie aussi les faits. Par contre, Aurélie Grenon, la compagne de David Delplanque, elle avoue. Elle avoue tout ce que Myriam a raconté et elle valide également tout ce que les enfants ont dit. C'est-à-dire que les enfants nous décrivaient des scènes de torture.
mais vraiment des scènes de torture. Hein, quand ils expliquent que la boulangère leur mettait des baguettes de pain rassis dans la nuit, qu'on leur mettait des petits objets en plastique, des jouets, des fourchettes. Des fourchettes. Ça dépassait véritablement ce qu'on avait connu. Et quand on dit à David qu'Aurélie dit qu'elle a participé, il change sa version et il dit « si elle le dit, bah c'est que c'est vrai ». Et il raconte « Nous avons commencé à faire l'amour, chacun en préservant son couple, puis à 4. Je faisais l'amour à Madame Delay et Aurélie faisait de même avec Thierry. Il est arrivé également qu'Aurélie fasse l'amour avec Madame Delay. Nous avons vu Monsieur Delay pratiquer des attouchements sur les enfants, se faire des fellations. Madame Delay participait assez régulièrement et faisait usage de God pour les enfants. Les 4 enfants ont été victimes de ce. Au début, nous ne souhaitions pas participer, mais nous nous sommes pris au jeu. Bon là, évidemment, les enquêteurs, les avocats, etc. se demandent jusqu'où cette histoire va aller. Et alors que l'affaire semble déjà hors norme, Aurélie Grenon et Myriam vont chacune se mettre à accuser d'autres personnes supplémentaires, d'autres voisins. David Brunet, qui habitait la tour avant, et sa compagne Karine Duchauchois, qui elle habite toujours là. François Mourmand, le parrain d'un des enfants de lait, et un couple qui n'habite pas la tour, Christian et Roselyne Godard, la boulangère, chez qui les enfants vont acheter des bonbons. On se retrouve donc avec 12 personnes, 12 adultes qui abusent de 4 enfants. Malgré une très longue confrontation, personne n'a reconnu les faits. Tous affirment, à l'instar de la seule femme impliquée, être étrangers à l'affaire. Et les investigations continuent. Les enquêteurs auraient détecté, en effet, de nouvelles victimes. À ce moment-là, l'affaire commence à s'ébruiter, puisque dans la tour du Renard, on voit un peu les arrestations s'enchaîner, les allées et venues de la police, et forcément, les rumeurs commencent à circuler. Viol, prostitution, pédophilie, le catalogue des accusations est insoutenable. Depuis vendredi, c'est 12 adultes qui ont été interpellés, dont 4 femmes. Le prêtre ouvrier, là. Ouais, là, ici. Là, la famille Badawi. Et puis là, monsieur Delplanque. Tous ces gens-là sont en prison. Ouais. Vous avez vu des choses, là, des taxis, tout ça, vous avez vu? Ici, là, venir ici? Ouais. Blanc, oui. Un taxi Martel, je crois. Fréquentait beaucoup les enfants. Il y avait même une boulangère dans le lot. Qui venait tous les jours, elle partait vers des minuit, 11h. Bonne journée jusqu'à 11h du soir. Il y avait un taxi qui... Il paraît qu'il y avait un taxi, une boulangère aussi. D'après ce qu'on a entendu, nous, c'est des rumeurs, bien sûr, qu'il y aurait aussi des gens de la mairie aussi. En mars 2001, Myriam Badawi écrit une énième lettre au juge Burgot où elle lui explique qu'elle doit le voir immédiatement pour lui avouer d'autres choses. Le juge la convoque et la reçoit dans son bureau pour une audition et elle raconte qu'en 1996, à Noël, un homme qui vendait des cassettes porno leur a proposé de filmer les enfants et de revendre les cassettes et que petit à petit, des gens venaient chez eux et payaient pour avoir des rapports avec leurs enfants et que son mari les filmait. Évidemment, quand la presse apprend ça, l'histoire fait le tour de France. Retour sur l'affaire du réseau pédophile d'Outreau maintenant, information du journal Le Monde. Venons-en à cette affaire d'Outreau, l'affaire sordide où le père vendait ses enfants pour assouvir les déviances sexuelles d'un réseau pédophile. Dans ce quartier difficile d'Outreau, tout commence par de la pédophilie familiale. Puis le cercle s'agrandit, des voisins, des commerçants et des notables auraient eux aussi, selon l'instruction, abusé de jeunes enfants. Mais Myriam n'en a pas terminé. En mai, elle réécrit au juge Burgot. Elle lui dit qu'elle doit à nouveau lui confier quelque chose d'important, quelque chose qui s'est passé quand ils sont allés en Belgique, au parc Bellewaerde, et que ce jour-là, ils sont allés en taxi dans une grande maison qui appartient à un certain Danny Legrand, propriétaire d'un sex shop en Belgique. L'enquête autour de ce réseau a même pris une dimension internationale, car ces jeunes victimes étaient emmenées ici, à Ostende, en Belgique, pour le tournage de films à caractère pédophile. Une manière pour les parents d'arrondir des fins de mois difficiles. Et elle raconte qu'ils étaient dans une pièce, entourés de rideaux, avec des caméscopes, et qu'ils devaient prendre des pauses avec d'autres adultes et leurs enfants, en vue de tourner ces fameuses vidéos. Donc ça paraît énorme, mais le plus fou, c'est que quand on interroge les enfants à ce sujet, ils confirment.
Ils confirment qu'eux aussi sont allés dans cette ferme et que, en plus de devoir coucher parfois avec des adultes, ils étaient obligés de coucher aussi avec des animaux de la ferme. Tout le monde est horrifié en apprenant ça. Qui organise ça? Qui fait ce genre de choses? Tout le monde se pose la question, les policiers, les juges, les avocats, et en plus ça se passe en Belgique. La Belgique, qui se remet à peine à l'époque de l'affaire Dutroux, se retrouve une fois de plus confrontée à son pire cauchemar. Sauf qu'en plus de ça, on vire dans la zoophilie. Où est-ce que ça va s'arrêter? C'est ce que tout le monde se demande à l'époque, à ce moment-là. Pour le juge Burgot, c'est l'affaire d'une vie, et donc il va tout faire pour faire avancer l'enquête. Et la police, qui cherchait un Daniel Legrand, le trouve et tombe sur un jeune Français de 20 ans, un jeune Français dont le père s'appelle lui aussi Daniel Legrand. Et là, le juge Burgot, plutôt que d'essayer de savoir lequel est le bon, ou si c'est aucun des deux, les met tous les deux en examen. Puis il emmène les enfants en Belgique pour reconnaître la ferme dans laquelle ils ont dit avoir été filmés. Les enquêteurs ont repéré 2 maisons qui pourraient ressembler aux descriptifs qui ont été donnés, et les enfants, qui sont dans des véhicules séparés, désignent chacun une maison, mais pas la même. Quoi qu'il en soit, les 2 maisons vont être fouillées, et sur place, aucune vidéo, aucune photo, aucune trace même qu'un tournage ait eu lieu ou quoi que ce soit. La piste belge semble pour le moment bien ténue. Nous autres, on n'a jamais rien vu et eux non plus. Mais ils disent toujours que c'est embêtant, ça. Mais Myriam, Aurélie Grenon et les enfants maintiennent et disent que ça s'est passé, et c'est ce qui compte, visiblement. On est en juin 2001 et un des enfants parle et se met à accuser d'autres personnes, des adultes, et il donne des noms. Odile Maréco, une infirmière scolaire, Alain Maréco, son mari, huissier de justice, Dominique Viel, un curé, et Taxi Martel, le taxi qui les aurait emmenés en Belgique. Le réseau s'agrandit encore. Le juge convoque Myriam, évidemment. Madame Badawi, est-ce que vous confirmez que ces personnes ont participé? Il lui donne les noms et elle répond « Oui, je confirme ». Peut-être que vous voyez déjà le problème. Si ce n'est pas le cas, vous inquiétez pas, ça va venir. La terrifiante affaire Dutroux, 17 adultes dont 6 femmes et quelques notables comparaissent pour viol en réunion sur 18 enfants. On se retrouve donc avec 17 adultes mis en cause, dont 3 reconnaissent les faits, Myriam Badawi, Aurélie Grenon et David Delplanque. Tous les autres nient les faits, nient en bloc, et leurs avocats demandent leur libération provisoire, puisque hormis le témoignage de Myriam Badawi, il n'y a aucune preuve, rien. Aucun élément matériel de quelque nature que ce soit, aucun élément objectif, aucune preuve, et les seuls témoignages que l'on trouve sont confus, contradictoires. Odile Maréco dit ne même pas connaître les enfants dont on l'accuse d'avoir abusé. Alain Maréco, l'huissier, pareil. Même s'il dit que peut-être Delay, ça lui parle, il a peut-être travaillé sur un dossier à ce nom-là. Et effectivement, quand on fouille dans ses affaires, on se rend compte qu'il a un dossier au nom de Thierry Delay pour un recouvrement de dettes. Et ça, d'ailleurs, c'est la preuve pour le juge Burgot qu'ils ont bel et bien un lien, et il les fait incarcérer et place leurs 3 enfants en maison d'accueil séparément. Mais vous savez quoi, ça va même pas s'arrêter là pour les Maréco, c'est ça le pire, c'est que le plus fou, c'est qu'un de leurs 3 enfants, le plus jeune, va être interrogé, et quand on lui demande est-ce que ton papa t'a fait des choses, etc., il va dire effectivement, parfois son papa, quand il vient à côté de lui dans le lit, il lui touche le zizi. Donc là, pour le juge Burgot, bingo, c'est bon, c'est le jackpot, c'est la confirmation qu'il est dans le vrai, puisque forcément, s'il commet des attouchements sur son propre enfant, il n'y a aucune raison qu'il ne commette pas aussi des attouchements sur les enfants de Thierry Delay. Ça semble logique.
Et à partir de là, avec le temps et l'effervescence autour de l'affaire qui passe aux journaux télévisés régulièrement, Outreau devient tristement célèbre et tout le monde en parle. À Outreau, tout le monde se connaît et tout le monde discute. Et vous savez qui parle beaucoup aussi ? Les enfants, entre eux. Et les petits Delay vont toujours à la même école. Et très vite, on va se rendre compte que d'autres enfants se mettent eux aussi à raconter qu'ils ont été abusés par le couple Delay, mais pas que. Et ça va très très vite. On parlait au départ d'une affaire de pédophilie familiale, mais l'enquête pourrait aller beaucoup plus loin, à Outreau, près de Boulogne-sur-Mer. En fait, le nombre de victimes pourrait s'élever à 30 et l'on s'attend à de nouvelles arrestations. Autant vous dire qu'à ce moment-là, la France est sous le choc. En décembre 2001, Daniel Legrand, le fils, qui niait depuis le début, revient sur sa déclaration après avoir passé quelques semaines en prison. Et cette fois, il avoue tout. Le juge d'instruction lui présente alors le trombinoscope avec les portraits de toutes les personnes qui sont déjà mises en cause. Et il reconnaît 4 personnes, Thierry Delay, le couple Maréco et François Mourmand, qu'il va uniquement pointer du doigt. Il va jamais les nommer. Il va juste, on lui présente un cahier avec des photos, il dit lui, elle, lui. Ce qui est intéressant. Mais surtout, il s'arrête pas là. Il s'arrête pas là. En janvier 2002, donc un mois après, un mois plus tard. Le fils d'un patron de sex shop a confirmé devant le juge d'instruction qu'il aurait assisté à une soirée spéciale où une petite fille aurait été battue à mort. C'est cet homme d'une vingtaine d'années qui a écrit à la rédaction de France 3. Dans une orthographe déplorable que nous avons intégralement reproduite, Daniel L. reconnaît sa participation au fait. Selon lui, fin 99, une petite fille, soi-disant belge, aurait été puis frappé à mort par 2 individus. Il raconte que Thierry et un autre homme qu'il ne connaît pas ont battu à mort une jeune enfant après qu'elle se soit plainte d'avoir mal pendant leur relation. Imaginez-vous, à l'époque, les gens devant leur télé, qui depuis plus d'1 an entendent parler de cette histoire et qui, à chaque nouveau JT, découvrent encore un peu plus d'horreur. Si cette histoire avait eu lieu aujourd'hui, là, en ce moment, à notre époque, avec les réseaux sociaux, etc., elle aurait été en tendance pendant 4 ans. Tellement il se passe toujours des choses, tout le temps. Toutes les semaines, tous les mois, il y a des nouvelles choses et c'est de plus en plus horrible. Et à l'époque, tout le monde se demande où est-ce que ça va s'arrêter, cette histoire. Et puis alors le juge Burgot, qui lui aussi découvre la lettre en même temps que tous les Français à la télévision, convoque Myriam Badawi pour savoir si les accusations sont vraies. Mais plutôt que de lui demander « est-ce que vous avez quelque chose à me dire concernant une fillette, par exemple, qui aurait disparu, etc. » ou quelque chose d'un peu subtil, il va d'abord lui lire la lettre de Daniel Legrand, en entier, avec tous les détails, et ensuite lui demander si c'est vrai. Et qu'est-ce qu'elle va faire, Myriam Badawi ? Elle va avouer, et elle va même en rajouter. Et très vite, un des enfants qui est placé entend la nouvelle à la radio et il va dire à sa famille d'accueil qu'il est au courant de quelque chose, de ce qui s'est passé et il va donner d'autres détails. Et donc, la famille d'accueil écrit au juge. Ça s'est passé à la maison. Il y avait tout le monde. Le gros Louis, l'abbé Dominique, Daniel Legrand et maman disait que c'était la fête. Il y en a qui disent que c'était mon père qui a tué la petite fille, mais c'est le père Daniel Legrand. Il l'a tuée avec le bâton de mon père. Elle a été tuée parce qu'elle se débattait. Il y avait plein de sang partout. Puis il raconte que quand il l'a découvert, il a crié et que son père lui a proposé d'aller enterrer le corps avec lui. À partir de là, les enquêteurs sont assaillis de témoignages de voisins qui disent avoir peut-être vu quelqu'un cette nuit-là, avoir entendu du bruit, un bruit de pelle à un autre endroit. Mais personne n'est d'accord sur le lieu. C'est vraiment, tout est flou, quoi. Sauf Jonathan, qui, lui, va dessiner même précisément l'endroit où il a enterré le corps avec son père.
Et là, évidemment, les fouilles commencent devant la presse de tout le pays et tous les voisins qui sont suspendus à leurs fenêtres et à leurs balcons. 2 jours de recherche intensive où ils vont retourner la moitié des terrains qui ont été fouillés et ils ne vont trouver aucun corps. Il n'y a rien. Là, on n'a rien découvert. Cependant, les policiers pensent que les témoignages qu'ils ont reçus sont bons. Donc là, normalement, on commence à se poser des questions. Soit le petit garçon qui a dessiné se trompe ou a menti, soit son père est venu déterrer le corps et il l'a renterré ailleurs. Et donc pour le juge Burgot, c'est un échec. D'abord, aucune cassette, aucune preuve dans la ferme, et maintenant aucun corps. Et plutôt que de convoquer Myriam Badawi pour essayer de creuser un petit peu, il va reconvoquer Daniel Legrand, le fils, et Daniel va craquer. J'ai raconté n'importe quoi, tout ce que j'ai dit c'était pas vrai, tout ça c'était des inventions. Il explique au juge qu'il voulait piéger Myriam Badawi. En fait, il voulait qu'elle confirme son mensonge pour qu'ensuite tout le monde se rende compte qu'elle ment et qu'elle avoue absolument tout ce qu'on lui met sous le nez. C'est ce qu'il dit au juge. Il a dit, je préfère avoir inventé ça, être puni pour avoir fait bouger la justice, pour chercher n'importe quoi. Je préfère être puni pour ça que d'être puni pour une chose que je n'ai jamais fait. Je sais pas si c'est du génie ou de la folie, mais une chose est sûre, ça va pas du tout convaincre le juge Burgot. Pour lui, c'est impossible qu'il ait réellement réfléchi à cette stratégie. Et en fait, je vais vous le dire, c'est ça le plus gros problème dans cette affaire. C'est que personne ne prend la peine de vérifier ce qui est dit, ce qui est plausible ou pas. On part du principe que chaque aveu est vrai du moment qu'il va dans le sens du drame. Parce que si on découvre un mensonge, alors ça veut dire que peut-être on s'est trompé. Une petite fille disparue. On n'a ni description, ni avis de recherche qui correspond, ni trace de sang, alors que visiblement elle a eu le crâne fracassé à coups de batte, mais pas grave. On lance des fouilles. On vérifie pas les déplacements des suspects, leurs emplois du temps, les comptes bancaires. Daniel Legrand, qui est censé être le chef du réseau pédophile et propriétaire d'une ferme en Belgique, personne vérifie ses comptes. Ou le nom qui figure sur le bail de la ferme. On vérifie pas non plus s'il est propriétaire d'un sex shop, alors qu'il l'est pas. Il bosse dans le bâtiment, mais c'est pas grave. En fait, les bases d'une enquête classique ne sont même pas respectées. Parce que tout le monde, et surtout le juge Burgot, puisque c'est lui qui mène le dossier finalement, est persuadé d'être sur un coup énorme. Ce qui est déjà le cas à la base. Et c'est ça, ce qui a fait énormément de mal et de tort à tout le monde dans cette affaire. Alors, ça va maintenant faire 1 an. 1 an pour certains qu'ils sont en prison. Et pour François Mourmand, qui est un des premiers accusés de la Tour du Renard et qui clame son innocence depuis le début, l'attente est beaucoup trop longue et il se suicide. Alain Maréco, lui, en est déjà à sa 3e tentative de suicide aussi. Et Dominique Viel, le prêtre, entame une grève de la faim, alors que leurs avocats respectifs demandent depuis le début leur libération sous contrôle judiciaire. Parce que depuis le début, je le répète, il n'y a aucune preuve matérielle. Et surtout, et c'est ça le plus horrible, Aurélie Grenon, qui elle a avoué avoir abusé des enfants, etc., et qui a dénoncé tout le monde, est libre. Les familles des accusés qui clament leur innocence ne comprennent pas pourquoi cette jeune femme comparaît libre. Elle est dehors, elle a pourtant tout avoué sur sa participation au viol. Qu'est-ce que vous avez à dire? Que c'est vrai, je reconnais ce que j'ai fait. Et sur les autres accusés? Qu'est-ce que vous voulez? Je sais pas. Ils étaient tous présents, mais après, maintenant, il faut savoir s'ils assument leurs responsabilités ou pas. Donc forcément, pour les avocats, ça ressemble à de l'acharnement. Ça ressemble à de l'acharnement et les méthodes du juge Burgot, qu'il soupçonne depuis le début d'être uniquement à charge et très peu, voire pas du tout, à décharge pour leurs clients, commencent à attirer l'attention. Pour ceux qui se demandent ce que c'est d'instruire à charge et à décharge, un juge d'instruction a l'obligation légale de rechercher aussi bien les éléments qui accusent que ceux qui innocentent. Il doit enquêter dans les 2 sens avec la même rigueur. Exemple, on cherche le cadavre d'une petite fille, c'est à charge contre les accusés. On ne trouve pas le cadavre de cette petite fille,
c'est à décharge contre les accusés. Et donc, ce qui est reproché au juge Burgot à ce moment-là, c'est d'avoir privilégié tout ce qui allait dans le sens de la culpabilité, en négligeant, voire ignorant totalement ce qui pouvait disculper les personnes mises en cause. Et du coup, coïncidence ou pas, en 2002, il est muté au parquet de Paris, donc dessaisi de l'affaire. Officiellement, il est muté. Officieusement, on parle plutôt d'une promotion d'extraction, qui est une manière élégante pour l'institution de sortir discrètement un magistrat d'un dossier qui commence un peu à vaciller et qui permet d'éviter d'avoir des comptes à rendre. On est en 2004. Justice toujours avec le procès d'un réseau de pédophilie présumée qui avait défrayé la chronique à Outreau. 17 personnes comparaîtront à partir de demain devant la cour d'assises de Saint-Omer. Les accusés encourent des peines allant de 20 ans de prison à la réclusion criminelle à perpétuité. J'ai fait une grosse ellipse parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire finalement. Il ne va rien se passer de très intéressant pendant 2 ans jusqu'à l'annonce du procès qui va être jugé aux assises de Saint-Omer. Fun fact, si on peut dire ça comme ça, le procès est tellement hors norme, il y a tellement d'accusés, de victimes, d'avocats, il y aura des journalistes, du public même, que le tribunal est obligé de réaménager sa salle d'audience et d'entamer des travaux pour pouvoir accueillir tout ce petit monde. Fin du fun fact. Le 4 mai, le procès s'ouvre et il va durer 9 semaines. C'est le procès de l'horreur, le procès de l'indicible qui s'est ouvert ce matin devant la cour d'assises de Saint-Omer dans le Pas-de-Calais. 17 adultes sur le banc des accusés. Il est non seulement question de violences répétées sur de jeunes mineurs, mais aussi d'actes de torture. Un couple est même soupçonné d'avoir loué, entre guillemets, ses propres enfants. Alors il va se passer énormément de choses pendant ce procès et surtout, le public et les journalistes sont présents. Et très vite, ils vont se rendre compte que contrairement à ce qu'ils pensaient, il n'y a aucune preuve matérielle, ni contre, par exemple, le taxi qui les aurait emmenés en Belgique, la boulangère qui aurait introduit des baguettes dans les parties intimes des petits. Il n'y a toujours aucune cassette, aucune photo montrant les accusés avoir des rapports, même ne serait-ce que entre adultes, hormis la cassette où Myriam et Thierry couchent ensemble devant un de leurs enfants. Pareil pour le couple Maréco ou Dominique Viel, le curé, rien. Donc les journalistes et le public qui étaient venus pour se rincer l'œil et ronger un os vont beaucoup s'interroger pendant le procès. Les seuls éléments, et qui ne sont pas à prendre à la légère, ce sont les témoignages d'une mère évidemment, d'une dizaine d'enfants et du couple de voisins, David Delplanque et Aurélie Grenon. Le procès va donc se jouer quasiment uniquement sur la parole des uns contre celle des autres. Du côté de la défense, on dénonce déjà l'absence de preuves, les fausses allégations. Parole d'enfant contre parole d'adulte. La première semaine, il ne va pas se passer grand-chose. Voilà, puisque le tribunal va surtout s'occuper d'énumérer les accusations et les faits qui sont reprochés à chacun des accusés. Je rappelle qu'ils sont 17, donc ça prend un temps monstrueux. Puis chaque accusé va passer par ce qu'on appelle un interrogatoire de personnalité, qui a pour but, en tout cas, de retracer un petit peu le parcours de vie de chacun, de leur petite enfance en passant par l'adolescence, leur travail, les relations qu'ils ont en famille, etc., jusqu'au moment du procès. C'est un peu une façon de vérifier si tout le monde a les bonnes informations et surtout d'instaurer un contexte pour chaque personne qui va être entendue. Je prends un exemple bidon, mais par exemple, imaginez que quelqu'un dise j'ai un papa, une maman, une sœur, 2 frères. Si le tribunal se rend compte, on ne nous avait pas dit que vous aviez une sœur, comment ça vous avez une sœur, on l'a jamais entendue, comment elle s'appelle, d'où est-ce qu'elle vient, etc. Ça peut remettre un peu en cause tout le procès, parce que peut-être qu'on aurait pu l'entendre et avoir d'autres informations, etc. Voilà. Ça sert un peu à ça. La deuxième semaine, elle, par contre, commence très fort, avec l'interrogatoire de Thierry Delay. Depuis le début, il n'y l'est fait, et pourtant, sans même avoir prévenu son avocat, quand le juge lui pose la question « Est-ce que vous vous souvenez avoir abusé de vos enfants ?», il va répondre « Oui, 2 à 3 fois par semaine ». Ça fait l'effet d'une bombe, même si personne n'en doutait, mais surtout,
Quand les avocats entendent ça, ils vont lui demander tour à tour si les personnes accusées et présentes dans la salle ont participé ou pas aux abus. Et il va répondre non. Est-ce que ma cliente a participé à ces faits-là? Non. Est-ce que M. Martel a participé? Non. Est-ce que M. Maréco? Non, 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 non. À chaque fois qu'on lui donne un nouveau nom, il confirme qu'il n'était pas là. Donc là, forcément, dans la salle d'audience, ça va jeter un énorme froid. Il faut bien comprendre que c'est la première personne, hormis les accusés eux-mêmes, qui confirme, ou en tout cas qui va dans le sens de leur innocence. Puis c'est au tour de Myriam. Myriam, elle, arrive à la barre. Le juge lui demande est-ce que toutes les personnes citées précédemment ont participé. Elle répond oui, elle confirme. Oui, ils étaient là. Et surtout, quand le juge lui demande si elle aussi a abusé de ses enfants, elle se contente pas de juste confirmer, elle dit oui, c'est vrai, et j'y ai même pris du plaisir. Et cette phrase, aussi horrible soit-elle, a un autre effet à l'époque. Comment voulez-vous ne pas croire quelqu'un qui a aussi peu de filtre que ça? À ce moment-là, tout le monde se dit que si elle est capable de s'auto-accuser comme ça et d'assumer pleinement ce qu'elle a fait, pourquoi est-ce qu'elle mentirait? Pourquoi est-ce qu'elle irait mettre des innocents en prison? Ça n'a aucun sens. Elle n'a pas peur de ce qui va lui arriver, donc pourquoi est-ce qu'elle emmènerait des innocents avec elle? C'est ça que les gens se disent à l'époque. Et ça va énormément contribuer à ce que les gens la croient. C'est principalement sur elle que repose en réalité tout l'édifice du procès d'Outreau. On a un sentiment qu'elle ment, alors on va le démontrer. Mais la question c'est pas de savoir si elle a menti, on le sait qu'elle a menti. La question est de savoir pourquoi elle a menti. Ce ne sont pas des aveux qu'elle fait, c'est une confession, elle demande pardon, elle reconnaît qu'elle a péché, ça a une connotation morale bien plus importante que de simples aveux. Et finalement, à la fin de cette deuxième semaine, malgré les aveux de Thierry Delay et le fait qu'il innocente tout le monde, ce qui vaut ce que ça vaut de la part d'un pays qui nie tout depuis le début, on n'est pas tant avancé que ça. On arrive à un des moments les plus attendus, les plus compliqués même de ce procès, celui où les enfants sont appelés à la barre et surtout à témoigner publiquement. Donc ils vont venir. C'est un véritable problème. Hein. Qu'est-ce qu'on peut conclure de déclaration d'enfants, dans un sens ou dans l'autre, à une audience comme celle-là, avec autant de durée, avec qu'est-ce qu'on peut... Non, mais c'est... Leur procès, c'est leur souffrance, c'est ce qu'ils ont vécu, c'est la façon dont ils ont vu le monde adulte agir vis-à-vis d'eux, et ils ont besoin de s'exprimer pour dire exactement ce qui s'est passé. Ce qui est inédit, parce qu'en temps normal, les enfants, c'est à huis clos. À huis clos, c'est aucun public, que les gens qui sont concernés. Alors que là, c'est pas le cas, quoi. Là, la salle est remplie de gens, de curieux, de journalistes, effectivement, de proches, etc. Bref, les enfants se retrouvent face aux juges, face à leurs parents, face à leurs bourreaux, et surtout face à tous ces inconnus qui vont entendre leur version. Et ils répondent aux questions des juges, quoi. Ils répondent aux questions des juges sur ce qui s'est passé, et ils vont rester sur leur déclaration. Ils continuent de citer les mêmes noms et de donner les mêmes détails. Puis, c'est au tour des avocats de la défense, les avocats des accusés de poser des questions. Et là, les avocats, ils ont affaire à un exercice compliqué. Parce que d'un côté, ils sont convaincus que les enfants sont des victimes, mais de l'autre, ils sont aussi convaincus qu'ils mentent et qu'ils en ont rajouté, soit pour faire plaisir à leur mère, soit pour faire les intéressants. Donc, ils vont avoir la lourde tâche de prouver qu'ils mentent, mais seulement sur certaines parties, parce que le but, c'est pas non plus de dire qu'ils n'ont rien subi. Voilà, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. C'est surtout de déterminer ce qui est vrai et ce qui est faux. Et très vite, il y a un changement d'ambiance qui opère dans le tribunal quand on se rend compte que certains des détails ne collent pas du tout. Notamment sur la petite fille qui aurait été tuée et qui n'a toujours pas été portée disparue, ou quand un des enfants raconte qu'il a vu la boulangère tuer son propre mari à coups de pelle, alors que son mari est à côté d'elle dans le box, par exemple. Donc ça, forcément, ça joue pas en leur faveur. Pas évident pour les gamins, ça dure longtemps, il y a une certaine pression et tout, mais
l'avocat d'Alain Maréchaux va faire remarquer plusieurs incohérences, notamment à un des enfants qui dit avoir été chez les Maréchaux avec ses parents et le taxi Martel, et qu'il a été abusé là-bas, mais quand on interroge les parents de cet enfant, eux disent que non, ils n'ont jamais été là-bas. Donc on se rend compte que certains enfants mentent, ou en tout cas qui peuvent mentir. Ils ne vont pas s'arrêter là, évidemment. Quand l'avocat, à nouveau d'Alain Maréchaux, demande à un autre des enfants d'énumérer le nombre et le type d'animaux qui ont abusé de lui à la ferme en Belgique, le petit garçon raconte, comme il a dit au juge Burgot, qu'il a été misé d'abord par un mouton, puis par une chèvre, puis par un cochon. Donc là, l'avocat lui dit « Mais tu avais aussi parlé d'un cheval dans ta déposition ?» Et l'enfant va répondre oui. Et là, c'est le drame. Parce que les adultes qui sont présents dans la salle d'audience, qu'ils soient du côté des accusés ou non, savent à peu près tous à quoi ressemble un pénis de cheval, hein, la taille, la longueur, la difficulté aussi qu'ont ces animaux à se reproduire, et surtout les séquelles qu'aurait engendré ce genre d'acte s'il avait été commis. Donc, toutes les personnes présentes se rendent compte que les enfants, qui sont les principaux témoins de cette histoire et dont la parole n'a jamais été remise en question depuis le début, peuvent se tromper ou inventer des histoires au fur et à mesure qu'on les interroge, et même mentir. Quand un enfant à la barre vient dire « j'ai été violé par un cheval », vous ne pouvez pas apporter du crédit à la parole de l'enfant. Il est impensable de sacraliser la parole de l'enfant au point de l'ériger en preuve judiciaire. Et ça va tout changer. Ce rebondissement-là va énormément faire parler, et une partie du public va, 3 ans quand même après le début du scandale, commencer à se demander si peut-être l'affaire n'a pas été menée un peu à la va-vite. Et les avocats ne s'arrêtent pas, hein. Ils continuent. L'interrogatoire se poursuit et là, Myriam Badaoui se lève en plein milieu de l'interrogatoire d'un de ses fils. Elle interrompt l'avocat, elle hurle et elle lui ordonne d'arrêter d'interroger son fils parce qu'elle ne veut pas qu'on pense que c'est un menteur. Et elle dit au juge « J'ai menti. Ces gens n'ont rien fait, je suis malade, je suis une menteuse », avant de s'effondrer en larmes. Et elle se tourne vers les autres accusés qui sont derrière elle et elle leur parle « Toi la boulangère, t'étais gentille, pardonne-moi, Monsieur Maréchaux, je le connais même pas, toi Pierre Martel, t'as jamais rien fait. » Et là, tout le monde est scandalisé. J'ai tout perdu de cette affaire. On a volé mes enfants. Ils ont tué ma mère. J'ai dû vendre mon étude, vendre ma maison. J'ai plus rien. Mais depuis le temps qu'on disait qu'on n'avait rien fait. J'espère qu'on me redonne mon père et qu'on me relâche mon petit frère. Mon père qui a travaillé pendant plus de 30 ans et trouvé là comme un malpropre, c'est quand même scandaleux. Moi, je veux qu'on me rende mon père, moi. C'est du jamais vu. C'est une folie pour des faits aussi graves. Alors, évidemment, les avocats de la défense vont en profiter pour demander la libération immédiate de leur client, mais contre toute attente, le juge refuse. Le lendemain, Myriam Badaoui accuse le juge Burgot en expliquant que c'est lui qui lui a demandé de donner des noms. Donc, naturellement, elle a donné des noms parce qu'elle pensait que, comme Aurélie Grenon, si elle avouait, elle pourrait rentrer chez elle et être libérée de prison. Et là, vous imaginez le scandale. Le juge Burgot, qui depuis le début est vivement critiqué par les avocats de la défense, est mis en cause, et ses méthodes aussi. Et plus le temps passe, plus on se rend compte qu'en fait, le vrai problème qui a mené à toute cette affaire, c'est que la justice et ceux qui l'incarnent ont tout fait pour que ça arrive. Et c'est la justice elle-même qui se retrouve accusée maintenant. Les avocats de la défense estiment que le juge a pris parti dans cette affaire, qu'il a manqué à son obligation d'instruire à charge et à décharge, et lui demandent tout simplement de rendre des comptes publiquement. Quoi qu'il en soit, 5 jours plus tard, alors que le procès continue, Myriam Badaoui prend la parole, et je dis bien elle prend la parole, c'est-à-dire qu'elle n'attend pas qu'on la laisse parler, elle parle, voilà, c'est comme ça qu'elle fait, hein. C'est Myriam Badaoui apparemment, et elle revient sur ses aveux
en accusant à nouveau tout le monde. Ils étaient tous là, croyez-moi, je vous le promets, monsieur le juge, etc., etc. Mais malheureusement ou heureusement, sa parole n'est plus prise au sérieux. Pendant la 4e semaine de procès, il ne va pas se passer grand-chose, hormis le fait que les 7 accusés qui ont toujours nié avoir fait quoi que ce soit et qui sont encore en prison vont être libérés sous contrôle judiciaire, enfin, après avoir passé 2 ans et demi en prison. La 4e semaine du procès du supposé réseau pédophile d'Outreau s'est achevée aujourd'hui à Saint-Omer dans un climat plus détendu. C'est à l'issue de l'audience d'hier que 7 accusés incarcérés depuis plusieurs années ont été libérés. Une première nuit en famille pour la plupart et beaucoup d'émotions ce matin. Ce qui ne veut pas dire qu'ils sont innocentés. La 5e semaine de procès, c'est au tour du juge Burgot d'être interrogé. Ce qui, une fois de plus, n'arrive jamais. Mais bon, ces méthodes ont tellement été remises en cause et les conséquences sont tellement graves au vu de la situation et de la tournure qu'a pris l'affaire qu'on lui demande de rendre des comptes. On lui demande donc pourquoi est-ce qu'il a été si compatissant avec Myriam Badawi. Il nie. Pourquoi lui avoir fait lire la lettre de Legrand avant de lui poser des questions? Il répond « Je ne me souviens pas avoir fait ça ». Ou encore « Pourquoi sur la seule base de témoignage avez-vous fait incarcérer toutes ces personnes, etc. etc. » Et il ne va reconnaître aucune erreur. Il considère, encore aujourd'hui, qu'il a fait tout ce qu'il fallait. Arrive ensuite le tour de l'experte psychologue Marie-Christine Grison, qui a été mandatée par le juge Burgot pour déterminer si, oui ou non, les enfants et leurs témoignages peuvent être pris au sérieux. Et elle affirme dans son rapport que oui, sans aucune exception. Et la juge qui préside l'affaire lui demande « Madame, concernant la petite fille du couple Lavier, vous dites dans votre rapport d'expertise ce que l'enfant vous a décrit. Il y avait Thierry Delay, Daniel et mon beau-père. Il y en avait un dans le derrière et 2 dans le devant. Spontanément, elle s'est levée et a montré les positions de chacun, ce qui n'aurait pu être inventé. Puis, elle vous a fait un dessin. » Donc, elle lui demande si elle confirme son rapport, ce qu'elle va faire, et la juge l'informe que la petite fille en question a été examinée par une gynécologue et qu'elle est vierge. Ce qui va totalement à l'encontre de ses déclarations et de son expertise à elle, sans parler du fait que 3 hommes adultes en même temps dans une petite fille de 6 à 7 ans, ça laisse forcément des séquelles qu'elle n'a pas. On arrive à la 8e semaine de procès. Plus personne ne sait qui croire ou ne pas croire. La presse, qui au départ titrait en gras « Réseau pédophile »,« L'immeuble de la honte », etc., titre alors que le procès n'est même pas terminé, que 13 personnes sont innocentes. Encore une fois, on n'apprend pas de ses erreurs, on continue d'aller plus vite que la musique. Puis, la fin du procès approche. Et l'avocat général, qui représente le ministère public, contre toute attente, réclame la condamnation de 10 accusés sur 17. Pourquoi 10 et pas 13 ou 8 ou même 2 ? Personne ne sait. Et vient le jour du verdict où le juge et les jurés délibèrent ensemble en secret. Et au milieu de la nuit, après environ 16 heures enfermés dans une salle, tout le monde est convoqué au tribunal et le verdict tombe. Madame, Monsieur, bonsoir. Après 15 heures de délibération et 900 questions soumises aux jurés de la Cour d'assises du Pas-de-Calais, le procès d'Outreau s'est achevé sur un verdict qui n'a levé ni le doute ni la confusion. 7 acquittements, comme l'avait réclamé le parquet, et 10 condamnations, dont 6 concernent des personnes qui ont clamé tout au long de l'affaire leur innocence et contre lesquelles les preuves demeurent fragiles. Un verdict accueilli la nuit dernière par de la colère, des larmes et du soulagement. C'est probablement un des pires verdicts possibles à l'époque. Un des pires, parce que c'est un verdict qui ressemble à rien. On dirait une tentative d'apaiser un petit peu les foules, où on va condamner une partie des accusés, mais pas une autre. Pourquoi ? On ne sait pas. On a l'impression qu'ils se sont dit, on va essayer de limiter la casse. On ne sait pas, donc dans le doute, on n'en condamne que la moitié. Mais surtout, le plus gros problème, qui a encore plus accentué le scandale autour de cette affaire, c'est que
ceux qui ont été condamnés l'ont été sans plus de preuves que ceux qui ne l'ont pas été. Moi qui croyais à la justice, je vais vous dire, la justice c'est une merde. Et jamais plus de ma vie je croirais à la justice, jamais plus. Il fallait quelque chose de fort, fallait quelque chose de clair, fallait quelque chose qui vraiment tranche le procès d'Outreau. Ils ont été condamnés sur base de témoignages, là où les autres ont été innocentés sur la base de ces mêmes témoignages. Et ça va générer énormément de frustration et de colère. Les gens considèrent que si c'est sur base de témoignages, soit ils sont tous innocents, excepté ceux qui ont avoué, soit ils sont tous coupables. Ça n'a pas de sens. En fait, il fallait prendre une décision. Qu'elle fasse pleurer tout le monde ou qu'elle réjouisse tout le monde, il fallait décider. Parce que là, en fait, peut-être qu'ils sont innocents, peut-être qu'ils sont coupables, on ne sait pas. C'est totalement déséquilibré d'avoir un avocat général qui veut sauver les meubles par rapport à cette procédure, parce qu'il serait inadmissible pour la justice que l'on puisse considérer qu'il y a 13 innocents dans ce dossier. Et puis pareil pour les peines qui sont données. Par exemple, Daniel le grand-fils, condamné à 3 ans de prison, alors que son père, qui est censé être le patron du réseau, le chef, le revendeur de cassettes, lui, il est acquitté. Parce qu'il a été démontré qu'il n'était même pas patron d'un sex shop. Si le père patron du réseau est innocent, pourquoi est-ce que son fils complice serait coupable ? La seule différence, c'est que le fils a avoué, mais on sait pourquoi. Parce que le juge Burgot, comme avec Myriam Badawi, lui avait promis qu'il serait libéré s'il donnait des noms, s'il avouait. Pareil pour le prêtre, lui aussi condamné à 7 ans. Pas 3 ans, 7 ans. Là aussi, personne ne comprend. Parce que normalement, la peine de prison pour viol en France, c'est 15 ans. Et sur mineur, c'est 20 à 30 ans. Mais là, on le condamne à 7 ans. Pourquoi ? À quoi ça correspond ? Ça n'a pas de sens. S'il est coupable, 7 ans, c'est ridicule. C'est une crotte de nez envoyée aux victimes. Et s'il est innocent, c'est injuste. Concernant le couple Maréco, la femme est innocentée, acquittée. Par contre, son mari... 18 mois de prison avec sursis pour attouchement sur son fils. Selon son avocat, il aurait tenté de se suicider ce matin. Là aussi, je suis désolé, je me permets de donner mon avis, c'est quoi cette condamnation ? Soit il est coupable, et donc il va en prison, avec interdiction d'approcher son fils, soit il n'est pas coupable. Mais on ne renvoie pas chez lui avec du sursis un père qu'on juge coupable, en lui disant « Attention, si jamais vous recommencez à toucher votre enfant, vous allez en prison. » Vous voyez ce que je veux dire ? Il n'y a pas de cohérence. À l'époque, les gens ont juste l'impression que les juges et les jurés ont distribué quelques peines par-ci par-là, voilà, en se disant au moins si jamais on se trompe qu'à moitié. Voilà. Si on libère les 13 et qui sont coupables, c'est horrible. Et puis si on condamne les 13 et qui sont innocents, c'est pareil, c'est terrible. Donc on coupe la poire en deux, on ne condamne que la moitié avec des peines aléatoires, et puis comme ça on fait plaisir à tout le monde. Non. Pour résumer, parce que l'histoire est extrêmement dense. Au départ, on a 17 adultes au total qui sont accusés. Parmi eux, 4 avouent les faits et accusent tous les autres d'avoir aussi abusé des enfants. Et on a une vingtaine d'enfants qui disent avoir été victimes. Et à l'issue de ce procès, parmi les 13 accusés qui clament leur innocence depuis le début, 7 sont acquittés contre 6 qui restent en prison et 12 enfants sont reconnus victimes. On se retrouve en novembre 2005 pour le procès en appel qui va se dérouler à Paris cette fois-ci. Un procès en appel qui a été demandé par les 6 personnes qui ont été condamnées en première instance et qui réclament toujours justice évidemment et qui espèrent eux aussi être acquittés. Procès en appel de l'affaire de pédophilie d'Outreau. Les témoins défilent à la barre, mettant un peu plus en lumière chaque jour les erreurs de l'instruction. Et là, premier rebondissement, probablement le plus important, celui qui va inverser totalement la tendance. Madame, monsieur, bonsoir. Dominique Viel, prêtre ouvrier de 68 ans, clame son innocence depuis 4 ans. Mercredi, devant la cour d'assises de Paris, les gamins qui l'accusaient se sont rétractés. En fin d'audience, l'un d'entre eux, Olivier, a reconnu qu'il avait menti. « J'ai dit ce que tout le monde disait à l'école », a-t-il affirmé. Non, l'abbé Dominique Viel ne les a pas violés, ne leur a rien fait. Il était gentil, a même ajouté l'un d'eux. Donc là, tout le monde est choqué. Et puis, pareil, pour le fils Maréco, qui accusait son père de lui avoir touché les parties quelques fois dans son lit. Lui aussi va se rétracter et expliquer au juge que c'était un malentendu et que son père a toujours été gentil avec lui.
Et puis, dernier rebondissement, et pas des moindres, Aurélie Grenon, qui depuis le début accuse tout le monde, elle s'accuse elle-même, revient sur ses déclarations et explique qu'elle n'a rien fait, elle non plus, et qu'elle s'est accusée uniquement pour soutenir Myriam Badawi une fois de plus. Donc là, elle enterre le dossier, quoi. Quoi qu'il en soit, à la fin du procès en appel, l'avocat général donne son réquisitoire. Donc un réquisitoire, c'est la peine qu'il juge adéquate pour les accusés. Ça donne un petit peu la tendance de ce que les juges et les jurés vont devoir donner comme peine ou ce qu'ils pourraient donner comme peine. Je simplifie. Et donc, il demande aux juges d'acquitter chacun des accusés, mais surtout, il leur demande d'acquitter les accusés en affirmant qu'ils sont innocents. Je voudrais d'abord vous dire que ce réquisitoire est ce que nous souhaitions entendre depuis plus de 4 ans. Si l'on avait entendu les avocats, ils ont été entendus aujourd'hui, nous n'en serions pas là. Ce qui est très important et surtout très différent d'un non-lieu ou d'un simple acquittement. Là, il précise carrément « acquittez-les car ils sont innocents ». Donc c'est important parce qu'on peut innocenter quelqu'un pour manque de preuves ou au bénéfice du doute, par exemple. Mais là, l'avocat général précise qu'il ne fait aucun doute de leur innocence. Donc on est littéralement à l'opposé de la mentalité du procès 1 an plus tôt et très loin de ce que le juge Burgot et les médias défendaient à l'époque. Et le 1er décembre 2005, le verdict tombe. Acquitté, un mot que les 6 accusés du procès en appel d'Outreau attendaient depuis 4 ans déjà. Hier, le procureur général de Paris parlait d'un millefeuille d'erreurs. Aujourd'hui, sans surprise, les jurés ont donc mis un point final à ce fiasco judiciaire. L'émotion était intense cet après-midi dans la salle d'audience. Les voici enfin, les 6 acquittés. Sous les applaudissements, ils apparaissent. Les yeux sont rougis par les larmes, mais le sourire l'emporte. Dans la salle d'audience, quand le verdict est tombé, l'émotion les a submergés. Ils se sont embrassés, ils ont pleuré, ils ont même applaudi les jurés qui venaient tout juste de les déclarer innocents. Au final, 4 ans plus tard, 4 ans après le début de l'affaire d'Outreau, 13 personnes sont acquittées et innocentées et 4 sont condamnées. 12 enfants vont être reconnus victimes, indemnisés par l'État à hauteur de 10 à 30 000 euros par enfant. Myriam Badawi, Thierry Delay, Aurélie Grenon et David Delplanque sont tous condamnés pour et agression à caractère sexuel sur enfants. Et les 13 personnes acquittées, elles aussi, seront indemnisées par l'État, pour certains jusqu'à 1 million d'euros, en fonction du préjudice reconnu. D'abord donc ce geste, un geste de réparation. Aujourd'hui, ils ont été reçus dans un palais de la République par le garde des Sceaux Dominique Perben. Une image impensable, il y a 3 mois, à la veille du verdict de Saint-Omer. Une réhabilitation nationale, officielle, publique. C'est inadmissible. La justice, si elle a fait des erreurs, doit payer elle-même et cher. Je sais pas vous, mais moi il y a tellement de questions que je me suis posé tout au long de cette histoire et que je me pose encore sur cette affaire, même si j'ai ma petite idée, mais je vais la garder pour moi. Je sais que vous vous posez aussi plein de questions et je vais essayer d'y répondre quand j'aurai les éléments. Et si j'ai pas la réponse, j'y répondrai pas. On se posera la question ensemble. Première question que vous vous posez peut-être, comment tous ces enfants peuvent raconter les mêmes choses et accuser les mêmes personnes s'ils ont menti? Alors déjà, il faut savoir que il y avait énormément d'incohérences dans les différents discours des enfants, mais ça, ils s'en sont rendus compte après, quand ils ont fait une enquête parlementaire sur cette affaire précisément, pour voir un petit peu les méthodes qui avaient été utilisées. Et il y a un élément important qui va être rapporté, même si on a vu que certains enfants racontaient ce qu'ils avaient entendu, pour eux aussi, entre guillemets, faire partie de l'histoire un petit peu. La justice, après coup, a reconnu que les familles d'accueil des enfants qui disent avoir été agressés se connaissaient et s'appelaient régulièrement à l'époque dès qu'un enfant témoignait de quelque chose qui lui était arrivé. Et régulièrement, ils s'échangeaient les témoignages de leurs enfants respectifs. « Ah, toi, il t'a dit ça ? Attends, je vais demander au mien pour voir si ce qu'il dit c'est vrai, etc. etc. » Ce qui est
compréhensible en soi, surtout quand on veut aider, mais ça pose un énorme souci dans ce genre d'enquête. Ça veut pas dire que les enfants mentent, mais un enfant maltraité à qui on dit « ton frère a dit que le monsieur lui a fait ça, est-ce que c'est vrai ?» a forcément plus de chances de confirmer, soit pour soutenir son frère et ne pas passer pour un menteur, ou tout simplement pour ne pas contredire l'adulte qui lui pose la question parce que il pense que c'est la réponse qu'il doit donner. Pour ça d'ailleurs que c'est devenu un métier d'interroger des enfants, parce que c'est hyper difficile. Et c'est d'ailleurs ce qui va souvent être reproché au juge Burgot à l'époque, c'est de poser des questions orientées. Par exemple, il ne demande pas « est-ce que ce monsieur t'a déjà fait quelque chose ?», mais plutôt « qu'est-ce que ce monsieur t'a fait de mal ?» Ce qui implique, malheureusement, forcément pour l'enfant, que ce monsieur lui a forcément fait quelque chose. Donc il doit dire quelque chose. Et pour les enfants qui ont grandi dans un milieu aussi horrible que celui des enfants de lait, évidemment, quand des adultes enfin t'écoutent plutôt que de te mettre des grandes tartes dans la tête, évidemment qu'ils parlent quand on leur demande de parler. Et attention, quand je dis ça, je dis pas qu'ils mentent, juste qu'ils se sentent écoutés et dans ce cas précis, ils se sentent aussi crus malgré tout. Et je suis sûr que c'est la pire erreur qui a été commise dans cette histoire parce que ça a totalement desservi la crédibilité des enfants. Si les interrogatoires avaient été menés proprement et qu'on avait dit immédiatement aux enfants ou à Myriam par exemple ou aux autres « non mais ça c'est pas possible, on a vérifié, c'est impossible, vous mentez », probablement qu'ils auraient arrêté d'extrapoler et qu'ils auraient décidé de dire uniquement la vérité. Parce que c'est connu que parfois les victimes, de peur de ne pas être crues, en rajoutent des tonnes pour justement qu'on les croie et qu'ils en mettent des couches pour que ça soit encore plus horrible, pour qu'enfin on les croie. C'est un mécanisme qui arrive souvent. Et surtout, ça aurait évité une escalade et une surenchère d'accusations qui les a totalement discrédités au final et qui peut-être en plus a empêché certains vrais témoignages d'être entendus. Autre point important qui reste un mystère, c'est que 12 enfants ont été reconnus victimes. Pourtant, certains accusaient les adultes qui ont été innocentés. Du coup, comment c'est possible ? S'il y a une victime d'agression, l'agresseur est coupable. Et c'est aussi en ça que Outreau reste encore aujourd'hui un échec total. Soit certains de ces enfants ne sont pas victimes, soit certains des adultes qui ont été innocentés sont coupables. Mais l'un ne va pas sans l'autre. Bref, j'ai beaucoup d'autres questions, mais je ne m'en souviens pas, donc je compte sur vous pour me les poser en commentaire. En ce qui me concerne, en tout cas, j'ai essayé du mieux possible de vous résumer cette affaire qui est extrêmement dense. Il y a vraiment plein de contenu dessus, des documentaires, des livres, des sites, des articles, des journaux, etc., etc. Si ça vous intéresse d'ailleurs, je vous ai mis quelques sources en description que j'ai utilisées pour faire ma vidéo. Je vous conseille vraiment de rester jusqu'à la fin parce que je vous ai mis quelques informations extrêmement importantes. Merci à Saïli pour le soutien, merci à vous surtout, et nous on se revoit très vite. Ciao.